Alors, donc, comme Marc-André a un bon café, j'espère que vous toutes et tous qui êtes présents, vous avez vous aussi eu le temps de vous faire un café, une tasse de thé ou que vous avez un verre d'eau. Je vous accueille avec grand plaisir à cette session sur pourquoi la dérogation est une nécessité juridique à la lutte contre la pandémie actuelle pour un accès gratuit et universel aux vaccins anti-COVID, une activité organisée par le réseau québécois pour la mondialisation internationale. Et je suis Michèle Asselin, directrice de l'ACOSI, l'Association québécoise des organismes de coopération internationale, et j'aurai le plaisir d'animer cette session d'échange. Alors, nous avons plusieurs questions que nous allons aborder. Pourquoi la vaccination doit être gratuite et universelle? Quels sont les enjeux et les défis relatifs à cette vaccination gratuite et universelle? Quelles sont les alternatives, les solutions pour promouvoir un accès égal aux vaccins et lutter contre ce que certains et certaines n'hésitent pas à appeler d'un véritable apartheid vaccinal et quelles sont les leçons à retenir de la gestion de cette question, de cet enjeu par l'Organisation mondiale du commerce. Alors, cet après-midi, nous avons 4 invités que je vais vous présenter dans quelques minutes. Je voudrais juste souligner que cette activité de cet après-midi, elle s'inscrit dans le cadre de la programmation des 26e journées québécoise de la solidarité internationale. Si ce n'est déjà fait, allez visiter la page web JQSI. Vous allez voir toute une programmation d'activités qui se déroule depuis une semaine et jusqu'à la fin du mois de novembre, des activités en présence et virtuelles organisées par des organismes à la grandeur du Québec. Alors, donc, je veux remercier les membres et partenaires qui, depuis quelques semaines, se sont mobilisés pour organiser cette activité. Et je veux tout de suite, au cas où je n'ai pas le temps à la fin de la rencontre, remercier chaleureusement chacune des personnes et en particulier nos 4 panélistes. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir M. Hamid Benmad, Marc-André Gagnon, Mira Jory et Stuart True. Poursuivant son parcours doctoral en études du développement à l'Université d'Ottawa, Hamid est chercheur associé à l'Open African Innovation Research en tant que porte-parole du réseau québécois pour une mondialisation inclusive. Tout à l'heure, j'ai dit mondialisation internationale. Je ne suis pas encore tout à fait habituée à ce nouveau nom. Tu me pardonneras, Hamid. Alors bien, je répète, le réseau québécois pour une mondialisation inclusive, le RQMI. En fait, le RQMI, il vous l'expliquer tout à l'heure, c'est un changement de nom. C'était auparavant le RQIC. Son intervention va s'articuler essentiellement autour de 2 grandes questions. Pourquoi la vaccination gratuite et universelle est une nécessité irréversible et quels sont les enjeux à considérer pour atténuer l'inéquité vaccinale entre le Nord et le Sud. Professeur à l'École d'administration et de politique publique de l'Université Carleton, le professeur Marc-André Gagnon s'intéresse aux aspects économiques du secteur pharmaceutique, notamment ses modèles d'affaires, ses politiques d'innovation et la propriété intellectuelle. Le pouvoir de son réseau d'agir sur l'environnement institutionnel qui l'encadre et enfin, l'analyse comparée des régimes d'assurance santé et d'assurance médicaments. Marc-André, merci d'être parmi nous pour nous éclairer sur des enjeux
si décisifs que sont la vaccination gratuite et universelle et la dérogation au droit de propriété intellectuelle. Ayant à son actif des études publiées dans le bulletin de l'Organisation mondiale de la santé, la professeure Mira Jury est professeure à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Alors que ses recherches portent essentiellement sur la santé des enfants dans le Sud, elle nous livrera son avis sur les questions passées, présentes et futures du programme COVAX. Mira, je vous remercie d'avoir accepté de prendre part à cet échange. En tant que directeur et chercheur associé au Centre canadien des politiques alternatives, Stuart True consacre ses recherches à la réforme de l'Organisation mondiale du commerce, aux accords de libre-échange et aux accords internationaux d'investissement. Le Centre canadien des politiques alternatives est un institut de recherche non partisan qui se penche sur la mondialisation, entre autres, sur ses enjeux économiques, la justice sociale et la justice environnementale. Stuart, je suis ravie que vous soyez parmi nous et je vous en remercie. Alors, donc, chers invités, avant de vous donner la parole, je vais donner la parole à Hamid qui va nous présenter le RQMI. À toi la parole. Merci beaucoup, Michel, et je tiens à remercier aussi Marc-André Gagnon, Mira Jury, puis Stuart True. J'ai échangé avec eux pendant quelques semaines. C'est très gentil de leur part d'accepter d'intervenir à cette manifestation. Et quand on voit la vidéo, le RQMI, anciennement appelé le RKIC, est fondé en 1994 et notre réseau célèbre cette année ses 27 ans. Je dirais 27 ans de recherche, de sensibilisation au service d'une mondialisation juste. 27 ans, on dirait un âge vénérable dans le monde communautaire et syndical au Québec, un secteur où les événements ne cessent d'évoluer quand même de manière assez agitée. Et pourtant, notre réseau est en pleine forme, sociétalement plus engagé que jamais. 27 ans de mobilisation au service de la mission de notre réseau. Agir et plaider pour une mondialisation alternative et des accords économiques justes. Le RQMI, initialement appelé le Réseau québécois sur l'intégration continentale, quand vous avez dit le RQIC, a décidé de changer de nom pour s'adapter à sa nouvelle raison d'être. Il s'appelle désormais le Réseau québécois pour une mondialisation inclusive, le RQMI. En raison des nouveaux enjeux et défis que nous impose la mondialisation, notre réseau qui a jadis eu la mission de contester les dérives du libre-échange appelle désormais à une mondialisation alternative, une mondialisation qui repose sur 3 piliers, la justice économique, la justice sociale et la justice écologique. Le RQMI ambitionne ainsi de démocratiser davantage ce débat complexe sur la mondialisation grâce à la recherche qu'il mène au service de ses membres et du grand public d'une part, et d'autre part, grâce à la sensibilisation sur les enjeux des accords économiques. Pour conclure, je tiens à remercier nos organisations membres pour leur soutien infaillible, y compris l'ACOSI, la PTS, Attaque Québec, la CSD, la CSQ, la FIC, la SFP et puis la SPGQ. Je tiens à remercier tout le monde et je tiens à remercier également l'ACOSI de nous avoir accompagnés pour organiser cet événement et je vous cède la parole, Michel, pour introduire le sujet. Merci. Alors, rapidement, j'ai introduit le sujet, mais on a surtout hâte d'entendre nos panélistes. Alors, on le sait, le nationalisme vaccinal qui a été aussi pratiqué par le Canada risque de nuire aux mobilisations contre la pandémie. Alors que plusieurs initiatives en matière de solidarité internationale sont en pause, le Sud subit l'une de ses pires crises depuis ces dernières années. D'ailleurs, ce matin, je lisais que pour faire face à cette inéquité en matière d'accès aux vaccins et l'impact que ça fait subir sur les populations des Suds, en fait, sur la page web de l'information de Radio-Canada, ce matin, je lisais un article intitulé «
comment injecter une bonne dose de justice dans la lutte contre la COVID-19. Et on lisait dans cet article assez étoffé que découragés par l'inéquité vaccinale entre les pays riches et pauvres, il y a des chercheurs en Afrique du Sud qui tentent de copier la recette du vaccin contre la COVID-19 de Moderna. Pourquoi? Bien, pour ne plus avoir à quêter leur dose. Et je trouvais intéressant cet article, surtout dans l'esprit d'une mondialisation inclusive où on doit enlever nos lunettes coloniales, de ne pas oublier qu'il y a il y a plusieurs pays du Sud qui ont les infrastructures pharmaceutiques pour produire des vaccins et desservir leur population et la population en général des pays du Sud. Alors, tout l'enjeu des brevets et des protections qui font en sorte qu'il y a un fort pourcentage de la population mondiale qui n'est pas vaccinée et qui n'a pas accès au vaccin. On sait qu'actuellement, la vaccination est évaluée à 21,5 au niveau mondial et qu'il y a à peine 0,8 des personnes qui vivent dans des pays, des économies à faible revenu qui ont reçu au moins la première dose. Donc, on voit une grande inéquité. C'est inquiétant alors que les nouveaux variants, eux, poursuivent leur ravage. En fait, moins la population mondiale est vaccinée, plus on risque de faire face à des variants qui sont plus contagieux ou plus sévères, d'où la vague actuelle qu'on vit et peut-être d'autres vagues successives. Donc, notre stratégie de tout garder pour nous et de ne pas avoir une stratégie mondiale risque d'accroître la pandémie. Le virus, lui, n'ayant pas de frontières. Donc, tant que la dérogation au droit de propriété intellectuelle n'est pas approuvée par l'OMC, bien que l'Organisation mondiale de la santé le réclame, si ça bloque par l'Organisation mondiale du commerce, ben, on risque de voir s'aggraver le chaos pandémique et ses conséquences. Alors, donc, plusieurs questions se présentent et s'imposent face à une situation si complexe. Alors, quel état des lieux peut-on établir sur les discussions autour de la dérogation à l'Organisation mondiale du commerce? Pourquoi la vaccination gratuite et universelle est-elle une nécessité et une nécessité irréversible? Quels sont les enjeux à considérer pour atténuer les inégalités vaccinales? Quelles sont les alternatives pour promouvoir un accès égal aux vaccins de la COVID, contre la COVID, pardon, et quelles sont les leçons à retenir pour anticiper et bien se préparer pour d'autres crises qui malheureusement risquent de venir. Alors, donc, une première intervention dans ce panel de Hamid Bennad. À toi la parole, Hamid. Merci bien, Michel. J'ai oublié quelque chose. Je m'excuse de t'interrompre. Tout au long des échanges, vous pouvez utiliser la boîte Q&A, questions. Nous allons prendre connaissance au fur et à mesure que vous inscriviez des questions dans cette boîte. Il se peut que des panélistes répondent directement si votre question est très précise. Il y aura une période de questions, évidemment, après la présentation des 4 panélistes. Je vous demanderai de ne pas utiliser la boîte de clavardage parce que ça va être difficile de gérer 2 boîtes d'échange. Alors, merci d'inscrire vos questions dans la boîte Q&A. Puis à la fin, les personnes qui voudront prendre la parole pour poser leurs questions, nous ouvrirons les micros et les caméras. Désolée de t'avoir interrompu, Hamid. Je vous en prie, Michel. Je pense que c'est une remarque nécessaire pour informer nos invités qui peuvent poser des questions et intervenir également.
Au nom des membres du réseau québécois pour une mondialisation inclusive, j'adresse mes pensées dans un premier temps à toutes les personnes touchées de près ou de loin par la pandémie. Euh, si Dieu avait œuvré le 7e jour, peut-être qu'après avoir créé le monde, l'aurait organisé. Probablement son sens de l'humour a laissé les humains libres de gérer leur monde à leur guise. Et je pense que c'est la métaphore à rappeler aujourd'hui pour décrire ce qui se passe présentement à l'Organisation mondiale du commerce. Une année après que les gouvernements indiens et sud-africains aient déposé leur demande de dérogation, notamment au droit de propriété intellectuelle sur les vaccins anti-coronavirus, quelques États membres, en l'occurrence européens, persistent et signent non à la dérogation. Bien que la dérogation en question ne constitue pas une solution miracle, elle est une alternative juridique nécessaire pour réduire les incertitudes ainsi que les obstacles qui en découlent et qui entravent la vaccination gratuite et universelle. Ainsi, mon intervention, comme Michel l'a rappelé, s'articule autour de 2 points essentiels. Premièrement, quelles sont les raisons qui nous incitent à considérer la vaccination gratuite et universelle comme un choix nécessaire, d'une part, et d'autre part, les enjeux à considérer car cette affaire de vaccination gratuite et universelle n'est pas une mince affaire. Tandis que les arguments pour ou contre la dérogation peuvent fleurir ici et là, il est essentiel de rappeler ces raisons, en l'occurrence des raisons humaines, mais également des raisons économiques. Premièrement, il est urgent de placer les enjeux humains au-delà de toutes les autres considérations. Pourquoi? Parce que plus les jours passent, plus les écarts de vaccination s'amplifient entre le Nord et le Sud. Par exemple, au 1er novembre 2021, 9% de la population africaine a reçu une première dose, alors que le pourcentage de la population mondiale vaccinée est estimé aujourd'hui à 50%. Un tel constat s'avère inadmissible et inacceptable et plus inquiétant encore dans les économies à faible revenu où le pourcentage des populations ayant reçu au moins la première dose est évalué à seulement 3,9%. Hormis le continent africain qui n'a réalisé que peu d'avancées malheureusement sur le plan vaccinal, tous les autres continents ont réussi à atteindre des niveaux de vaccination significatifs. Par exemple, entre le 1er janvier 2021 et le 1er novembre 2021, si le pourcentage des personnes vaccinées est évolué au niveau mondial de 0,09 janvier 2021 à 50% aujourd'hui, un tel pourcentage n'a progressé sur le continent africain que de 0% à 9%. Un constat derrière lequel se cachent de grandes inégalités, surtout que ce pourcentage est passé de 0% à 67% en Amérique du Nord, de 0,95% à 61% en Amérique du Nord, de 0,07% à 59% en Europe, de 0,02 à 56% en Asie, de 0,0 à 56% en Océanie. Pire encore, comme Michel l'a rappelé tout à l'heure, l'Afrique a vécu l'été dernier l'un de ses pires épisodes pandémiques. Pourquoi? Le taux de létalité qu'a enregistré le continent est estimé à 2,7% et est largement supérieur au taux de létalité mondiale qui est évalué à 2,1%. Chose est certaine, plusieurs pays africains ne parviendront pas à une vaccination généralisée avant 2025. Telle est d'ailleurs la conclusion d'une recherche publiée janvier 2021 par The Economist. Économiquement parlant, la guerre des vaccins serait plus coûteuse que la guerre contre la pandémie. Une triste réalité, selon le Bureau national de la recherche économique établi aux États-Unis, selon lequel assurer aujourd'hui un accès gratuit et universel aux vaccins anti-coronavirus est non seulement un acte altruiste et moral, mais surtout une nécessité économique. Pourquoi? Parce que si les économies en développement demeurent largement exclues de la vaccination, en 2021, l'économie mondiale pourrait subir des pertes estimées à 9,2 trillions de dollars. Ironiquement, la moitié de ces pertes seraient absorbées par les économies développées, bien que celles-ci soient en mesure de vacciner la plupart de leur population d'ici la fin de l'année. Pourquoi? En raison de l'interconnexion entre les économies développées et celles en développement, la relance économique dont tout le monde parle aujourd'hui passera irréversiblement par la vaccination gratuite et universelle.
plus nous entretenons des liens économiques avec des pays non vaccinés, plus les coûts économiques associés à la non-vaccination sont élevés. D'une part, à cause de la récession économique qu'impose la pandémie aux économies non avancées, les économies développées seraient exposées à des marchés en stagnation et en déclin à cause des mesures de confinement qu'ils seraient obligés à un moment donné de mettre en place. D'autre part, les économies développées seraient également victimes de chaînes de valeur mondiales davantage perturbées. Premièrement, en raison de la récession dont pourraient souffrir les économies non vaccinées, leur population aurait moins de revenus pour se procurer nos exportations. Sans oublier que nos industriels auraient du mal à sécuriser les chaînes d'approvisionnement qui seraient désormais bouleversées par la perturbation des chaînes de valeur mondiales. Telle est la conclusion d'un article publié par le Centre du commerce international de Genève, selon lequel les importations européennes d'intromanufacturiers diminueraient à cause de ces perturbations de chaînes d'approvisionnement de 147 milliards de dollars, alors que celles à destination du marché chinois et américain baisseraient également respectivement de 42 milliards de dollars et de 38 milliards de dollars. Un tel constat est d'autant plus vrai encore dans les secteurs géographiquement déterritorialisés, étant donné que leurs chaînes de valeur sont davantage fragmentées et dispersées, y compris les plastiques et caoutchoucs, les produits chimiques et les équipements électroniques. Les dits secteurs seraient les plus grands perdants en termes de valeur, soit une baisse estimée respectivement à 44 milliards de dollars, 29 milliards de dollars et 23 milliards de dollars. Mesdames et messieurs, aucune économie, aussi avancée soit-elle, ne sera immunisée tant que la pandémie perdure. Clairement, la vaccination gratuite universelle n'est pas un acte de charité et de générosité envers les pays en développement, mais plutôt un investissement essentiel pour relancer les économies développées et leurs consoeurs en développement. En réalité, sans pour autant être d'un optimisme béat, ni sombrer dans un pessimisme exagéré, il est clair que la vaccination gratuite universelle est loin d'être une mince affaire. Pourquoi? Parce que plusieurs enjeux sont à considérer pour passer d'un engagement réaliste à un engagement encore en faveur des populations dans les pays en développement. Présentement, l'opposition des pays anti-dérogation est un obstacle à reconnaître. Bien que la dérogation en question est parrainée par 64 co-signataires présentement, quelques États membres européens s'y opposent farouchement et adhèrent davantage à une proposition alternative. Une proposition qui s'articule essentiellement autour de l'utilisation des licences obligatoires dont mon collègue Marc-André Gagnon nous renseignera davantage dans son intervention et sa présentation. En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière l'opposition des pays anti-dérogation, en l'occurrence européens, se cachent des enjeux économiques. Non seulement l'Union européenne cherche à devenir le premier producteur et distributeur de vaccins, mais les lobbies pharmaceutiques sont bien établis à Bruxelles. Bruxelles abrite plusieurs groupes de lobbies, parmi lesquels les lobbies pharmaceutiques. À preuve, entre mars 2020 et mai 2021, la Commission européenne s'est réunie une seule fois avec les ONG, tandis qu'elle s'est réunie avec les entreprises pharmaceutiques 149 fois. LobbyFacts, qui est une plateforme parmi les plus reconnues en recherche sur le lobbying en Europe, révèle que la Fédération européenne des associations des industries pharmaceutiques est parmi les organisations professionnelles pharmaceutiques les plus influentes en Europe en 2020. Ayant son siège social à Luxembourg et son bureau de représentation à Bruxelles, la fédération en question déploie aujourd'hui des moyens colossaux pour façonner les politiques européennes. Alors qu'elle a dépensé en frais de lobbying en 2020 des montants estimés à 5,5 millions d'euros, elle a recruté 11 lobbyistes accrédités par le Parlement européen et 9 lobbyistes temps plein. Sans oublier que les entreprises pharmaceutiques disposent également de leurs propres armées de lobbyistes en Europe, que ce soit AstraZeneca, Bayer, Johnson & Johnson, Novartis et Pfizer. Toutes ces entreprises non seulement disposent de leurs bureaux à la capitale européenne, mais mobilisent également des ressources discrétionnaires sur le plan financier, sur le plan humain. S'ajoutent aussi à ces armées de lobbyistes les entreprises de conseil en lobbying. FTI Consulting Belgium, qui est l'une de ces entreprises de services implantées à Bruxelles,
emploie aujourd'hui 2 lobbyistes ayant accès au Parlement européen et 26 lobbyistes à temps plein. AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna et Pfizer sont parmi ces grands clients. Outre l'opposition des antidérogations, d'autres enjeux opérationnels sont à considérer. En premier lieu, il faut faire attention aux soucis d'approvisionnement en amont des chaînes de valeur. Il ne s'agit pas tout simplement ici de faire attention à l'approvisionnement des vaccins, mais surtout à l'approvisionnement des matières premières nécessaires à la production des vaccins. Selon les données issues d'une recherche intitulée The COVID-19 Vaccine Production Club, l'approvisionnement des matières premières et la production de vaccins sont deux activités monopolisées par le même groupe de pays. Un groupe de pays connu sous le nom du Club des producteurs. En quelques chiffres, 88% des matières premières nécessaires à la production des vaccins sont achetées par les pays producteurs de vaccins en provenance d'autres partenaires producteurs de vaccins. Donc, on constate que ce sont les mêmes fournisseurs et les mêmes producteurs qui monopolisent la production des vaccins, mais aussi l'approvisionnement des matières premières nécessaires à la production de ces vaccins. Ainsi, trois différents constats sont à distinguer. On a d'une part les pays fournisseurs. Hamid, je veux juste te dire qu'il te resterait 5 minutes pour présenter, conclure ta Parfait. présentation. Merci pour ce rappel, Michel. Il y a trois différents constats à distinguer. Les pays fournisseurs de matières premières ont un pouvoir de négociation plus significatif vis-à-vis des pays producteurs des vaccins qui dépendent de leur approvisionnement. C'est le premier cas. Le deuxième cas, parce qu'ils sont assujettis à la pression des pays fournisseurs des matières premières, que les pays producteurs de vaccins essayent de diversifier leurs sources d'approvisionnement. Toutefois, ce qui est triste, c'est que les pays dont les entreprises ne fournissent ni les matières premières ni les vaccins sont les pays qui n'ont aucun pouvoir de négociation au sein des chaînes de valeur mondiales des vaccins anti-coronavirus. Au-delà de ces défis liés à l'approvisionnement, d'autres défis relatifs à la production s'imposent. Pourquoi? Parce que produire aujourd'hui des vaccins de qualité repose non seulement sur la dérogation, mais également sur la création de centres ou de hubs de production établis un peu partout dans le monde. Telle est la conclusion principale d'une récente recherche publiée par Public Citizen, selon laquelle l'internationalisation de la production des vaccins est d'autant plus nécessaire alors que le prix demeure l'un des principaux obstacles qui entravent l'accès aux vaccins. Autrement dit, si Moderna et Pfizer commercialisent présentement leurs vaccins respectivement à 25 $ la dose et 23 $ la dose, grâce à l'internationalisation de la production vers des sites établis dans le Sud, on pourrait les commercialiser à des prix unitaires qui varient entre 2,85 $ la dose et 1 $ la dose. Parmi vous, certains peuvent se poser la question, qu'en est-il des enjeux liés à la distribution en aval? En réalité, pour assurer la réussite de la vaccination gratuite universelle, une pléthore de questions est à prendre en considération, notamment le nombre de vaccins nécessaires à distribuer, quand les distribuer, où les distribuer et comment les distribuer, surtout dans les pays où les populations sont souvent dans des zones enclavées qui ne sont pas desservies par des infrastructures développées. Ensuite, l'acheminement local des vaccins implique des normes qualité exceptionnelles, à savoir la chaîne du froid à ultra basse température requise à la préservation des vaccins ARN messagers. Vu que leur système de santé manque le plus souvent de ces infrastructures développées, les pays à revenus faibles et moyens auraient probablement du mal à bien conserver les vaccins ARN. Un tel constat est d'autant plus vrai alors que ces vaccins se préservent généralement dans des températures en dessous de 70 degrés Celsius. Finalement, attention à long terme aux accords d'investissement et leur incidence sur la dérogation en question. Pourquoi? Alors que le débat s'articule essentiellement autour de la dérogation en question, peu d'attention est présentement accordée aux accords internationaux d'investissement, notamment à la manière dont ils seraient utilisés par les entreprises pharmaceutiques. Malheureusement, la bataille est loin d'être gagnée, ou serait loin d'être gagnée, même si la dérogation serait approuvée par l'OMC. Pourquoi? Parce que les entreprises pharmaceutiques ayant recours à ces accords d'investissement auraient la possibilité de recourir à l'arbitrage supranational pour demander des indemnisations.
Clairement, pour conclure, sans une restructuration des accords internationaux d'investissement, accompagnée nécessairement d'une remise en question des accords sur les APIC, la bataille entre les pro-dérogations et les anti-dérogations ne s'arrêtera sans doute pas là. Pour éviter les erreurs du passé et ne jamais plus avoir à revivre les drames de l'histoire, il incombe au gouvernement, aux entreprises pharmaceutiques et à l'OMC de penser des solutions multidimensionnelles inscrites dans une vision holistique qui reconnaît l'interdépendance des raisons humaines et des raisons économiques. Sans tarder plus que ça, car je dois respecter le temps que m'y accordé, je vous remercie de votre attention et je cède la parole à mes collègues pour en apprendre davantage. Merci. Merci beaucoup, Hamid. La table est maintenant bien mise. Donc, je passe immédiatement la parole à Marc-André Gagnon. Marc-André, ton micro est fermé. Merci. Bonjour à tous, c'est un vrai plaisir pour moi d'être ici. Moi, je vais partager mon écran avec vous parce que j'ai un petit PowerPoint que j'aimerais partager quand les brevets font barrage. Bon, première chose, très importante, je n'ai aucun conflit d'intérêt. C'est toujours important qu'on commence une présentation. Bon, mis à part comme rôle de témoin expert pour le ministre de la Justice du Canada sur le prix des médicaments brevetés. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, deux choses. Bref survol de la situation. On en a déjà parlé pas mal, fait que je ne m'attarderai pas beaucoup. Fait que situation quant à la production et la distribution au niveau global. Mais ensuite, je vais vraiment rentrer dans les enjeux de propriété intellectuelle, les ADPIC et en particulier le régime canadien d'accès aux médicaments. Et avec ça, tout le débat sur la suspension des ADPIC pour les technologies liées à la COVID-19. COVID-19, première chose, grande nouvelle, les amis, ce matin, j'ai vu qu'AstraZeneca a fait une annonce, la pandémie est terminée, parce que dans son contrat, le vaccin d'AstraZeneca a été développé par l'Université d'Oxford, et l'Université d'Oxford, dans la licence exclusive qu'ils ont donnée à AstraZeneca, il y avait une requête comme quoi il n'y aurait aucun profit qui serait prélevé sur le vaccin tant et aussi longtemps qu'on est en période de pandémie. Ce matin, AstraZeneca a annoncé que nous ne sommes plus en pandémie et nous allons commencer à mettre une marge de profit sur nos ventes de vaccins. Donc, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. Je ne sais pas s'il y a une différence entre aujourd'hui et hier, mais on serait à ce moment-ci plus en pandémie. COVID-19, technologie vaccinale et capitalisme financiarisé. C'est un peu la dimension que je voudrais traiter avec vous, cette notion de capitalisme financiarisé, à savoir quand les vaccins deviennent des actifs financiers. Là, j'insiste, puis j'ai vu entre autres que parmi ceux qui sont présents, j'ai vu le nom de Claude Vaillancourt, que j'apprécie énormément. Le travail excellent qu'il a fait sur la marchandisation des services à travers les accords de commerce sur les services. Ce que je veux emmener ici, c'est un paradigme un petit peu différent. Pour moi, il faut sortir du paradigme de la marchandisation ici et il faut commencer à penser le médicament en termes d'actifs financiers. C'est-à-dire que la valeur du médicament, ce n'est pas une valeur en termes de santé publique ou quoi que ce soit, c'est en termes de valeur actualisée de l'ensemble des flux de revenus futurs anticipés. Donc, la valeur de marché de l'investissement, c'est toujours la valeur actualisée des flux de revenus futurs anticipés. Il faut penser que le vaccin, il est développé, manufacturé, distribué sur cette prémisse-là d'abord et avant tout. Et en fait, d'où l'annonce de ce matin que nous ne sommes plus en pandémie, c'est lié au fait qu'on est dans ce capitalisme financiarisé, si on veut, où est-ce que tout est organisé pour maximiser le flux de revenus futurs anticipés. En particulier, si on regarde entre les besoins en termes de santé publique, où est-ce qu'il faut maximiser la production et la rendre la plus disponible possible, versus une logique financiarisée, où est-ce que si on va augmenter les flux de revenus futurs, bien, on a tout intérêt à accroître la rareté. On pense à Pfizer et Moderna qui ont annoncé il y a 2 mois qu'ils allaient augmenter les prix en Europe pour leurs vaccins parce qu'il y a tellement de demandes et il y a une grande rareté pour nos vaccins, donc on va augmenter les prix. Et aussi, on pense au travail de Pfizer et Moderna pour mettre énormément d'emphase et de pression pour
le booster shot, c'est-à-dire la troisième dose d'une part, et aussi pour tenter de développer des nouveaux types de doses contre certains variants. Ça, c'est Moderna qui amène ça en particulier. Qui a produit les vaccins? Bon, on a différents vaccins qui sont mis en marché par différentes compagnies. Bon, AstraZeneca, c'est l'Université d'Oxford. Pfizer, BioNTech, c'est la petite compagnie BioNTech d'abord et avant tout. Là, si on regarde le financement, Moderna, il n'y a aucun financement privé pour financer le développement du vaccin. Donc, à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'il y a un brevet? Le brevet existe pour aider à compenser les investisseurs pour les risques financiers qu'ils ont pris pour développer une nouvelle technologie. Bien, il n'y a pas d'investissement privé, donc il n'y a aucune raison d'avoir un vaccin pour le Moderna. Pfizer de dire, ben oui, mais nous, on a investi de manière privée et donc à ce moment-là, c'est normal que nous ayons un brevet et que nous le défendions. Oui et non. Ce qui est intéressant durant la pandémie, c'est qu'on a développé des nouveaux mécanismes qui sont assez intéressants, entre autres la notion de garantie de marché. Garantie de marché, c'est-à-dire que avant même que le vaccin soit développé, avec aucune certitude que le vaccin soit approuvé, soit sécuritaire ou quoi que ce soit, on a fait les ententes d'approvisionnement où est-ce qu'on s'engage finalement à rembourser la compagnie, peu importe le résultat. Ces nouveaux mécanismes servaient à dérisquer les investissements. Donc, avec le système de garantie de marché qui a été mis en place au moment de la pandémie, même une compagnie comme Pfizer, c'est-à-dire les investissements financiers ont été dérisqués par les autorités publiques. À ce moment-là, la logique du brevet, elle n'est pas là en termes de le brevet a permis de développer le vaccin. Le brevet, il est important dans une logique de capitalisme financiarisé si on pense le vaccin en termes d'actifs financiers cherchant à accaparer, faire mainmise sur des flux de revenus futurs. Ouais. Donc, à ce niveau-là, mon Dieu, j'avais une autre idée que je viens de perdre, mais que je passe à autre chose. Ici, on a la carte du monde en termes de vaccination. Donc, c'est des doses sur 100 habitants. Là, on voit évidemment l'Afrique subsaharienne qui a des taux de vaccination extrêmement bas. Bon, on est en termes de doses par 100 habitants. Il faut diviser par 2 parce qu'évidemment, les vaccins requièrent au moins 2 doses. Et dans cette même logique, on a les pays qui ont supporté, en fait, sponsorisé, commandité la demande pour suspendre les accords ADPIC liés aux technologies de la COVID-19 envers les pays qui supportent cette demande-là et en orange, les pays qui s'opposent. Donc, c'est le débat, je vais y revenir dans 2 petites secondes, mais ça, c'est le débat actuel sur les accords ADPIC. Dernière petite diapo, le vaccin comme machine à cash, comme poule aux œufs d'or. Si on regarde les revenus de Pfizer année après année, 2021, on voit que Pfizer a pratiquement doublé ses revenus grâce au vaccin. Et Pfizer, c'est une des compagnies qui a une marge de profit fort importante. Et là, si on regarde en plus au niveau des anticipations pour l'année prochaine, pour Pfizer et Moderna, on s'attend à ce qu'ils vont doubler leur vente en vaccins en 2022 par rapport à 2021. Donc, on va générer plus de 90 milliards en vente avec, encore une fois, pour ces 2 compagnies, des marges de profit extrêmement importantes. Ces 2 vaccins qui sont basés sur la technologie mRNA, en français, c'est ARN messager. Et là, il faut comprendre, pour ces 2 compagnies-là en particulier, c'est extrêmement important de maintenir le contrôle sur la technologie du ARN messager parce que, oui, on a développé des vaccins contre la COVID-19, mais on a toute une nouvelle génération d'innovation médicale qu'on pense qu'on va pouvoir générer avec cette technologie-là, particulièrement en oncologie.
Et à ce moment-là, en termes de perspective de capture de flux de revenus futurs, ben, la mainmise sur cette technologie, elle est absolument importante. Donc, c'est clair que Pfizer et Moderna en particulier se battent bec et ongle en ce moment pour ne pas avoir à partager les vaccins. Ce n'est pas juste une question de OK, on veut être justement compensé aujourd'hui pour le fruit de nos efforts pour développer le vaccin de la COVID-19. Non, c'est nous voulons conserver notre mainmise sur l'ensemble des flux de revenus futurs anticipés. Ça, c'est mes notes personnelles, fait que je vais enlever ça. Ce qui nous amène à penser les débats au niveau de la propriété intellectuelle. Donc, bon, vous connaissez les accords ADPIC, les accords de droit de propriété intellectuelle reliés au commerce qui ont été mis en place en 1995. Il y a beaucoup de littérature qui a été faite là-dessus pour montrer à quel point il y avait une dimension de capture réglementaire fort importante. Cet accord international, qui est apparu en même temps que l'OMC, qui fait partie des accords de l'OMC, grosso modo, de la manière ça a été mis en place, peu de pays à faible et moyen revenu comprenaient exactement les enjeux qui étaient liés à ça. Les enjeux des ADPIC vont apparaître dans les années qui vont suivre sa mise en place, en particulier avec une autre pandémie, celle du sida, et où est-ce qu'on va découvrir, plusieurs pays, par exemple en Afrique subsaharienne, vont découvrir à leur grande dame que l'accès aux nouveaux médicaments contre le sida leur est désormais interdit. Et ça va conduire à, bon, par exemple, poursuivre l'Afrique du Sud. En fait, on ne veut pas poursuivre l'Afrique du Sud, on a poursuivi le président Nelson Mandela parce qu'il voulait utiliser des licences obligatoires pour donner accès aux soins de santé à sa population séropositive. On avait 25% des adultes sud-africains à l'époque qui étaient séropositifs. Et Nelson Mandela était poursuivi par 39 compagnies pharmaceutiques parce qu'il essayait de rendre le traitement disponible en temps d'urgence sanitaire. Marc-André, je te signale qu'il te reste à peine 5 minutes pour conclure. Fantastique, ça devrait être parfait. Les pays riches ont poussé pour une approche ADPIC+. Les ADPIC, pour eux, n'étaient pas suffisants. Les ADPIC avaient certaines clauses de flexibilité et les pays riches ont poussé pour un ADPIC+, c'est-à-dire que non, ça c'est la base et on veut en fait pousser les pays à avoir des standards encore plus élevés. Ça va faire un petit peu chou blanc en 2001. En 2001, on se rappelle, il y a 2 avions qui rentrent dans 2 buildings, mais dans le mois qui a suivi, il y a des lettres à l'anthrax qui sont envoyées un peu partout aux États-Unis. La seule compagnie qui produit l'antibiotique contre l'anthrax, c'est donc le ciprofloxacin par Bayer, une compagnie allemande. Les États-Unis, panique totale, attaque terroriste, urgence sanitaire, et recours à une licence obligatoire pour forcer la production à l'intérieur du pays du ciprofloxacin. Ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que le mois suivant, on a une rencontre à l'OMC. Et là, les pays à faible et moyen revenu sont préparés, veulent avoir des plus grandes flexibilités au sein de l'ADPIC. Les États-Unis ne sont pas en position de dire non. On a la déclaration de Doha de 2001 qui permet une plus grande flexibilité, c'est-à-dire que les clauses de recours à des licences obligatoires vont être acceptables. Problème, une licence obligatoire, c'est un pays qui dit, ben, nous contournons le droit de brevet de la compagnie. En fait, nous allons leur donner certaines royalties qui sont minimales et nous allons à ce moment-là produire nous-mêmes le médicament. On ne peut pas importer d'ailleurs, on ne peut pas faire produire ailleurs. Cette logique-là fonctionne bien si vous avez une capacité de production manufacturière en médicaments au sein du pays. Si vous n'en avez pas, ben, cette flexibilité-là ne vous sert à rien. Et en fait, il y a un pays en 2004 qui va aller de l'avant pour dire, pour les pays qui ont besoin de licences obligatoires et qui n'ont pas de capacité manufacturière, nous allons prendre ça en charge. Ce pays-là, c'est le Canada. Donc, on a mis en place le régime canadien d'accès aux médicaments en 2004. C'est un régime qui est fascinant parce que des tracasseries administratives, c'est fait pour ne pas être fonctionnel. En fait, il y a un seul pays qui a recouru à ça, c'est le Rwanda, qui va faire une entente avec une compagnie canadienne, c'était Apotex, c'était de 2007 à 2009, pour avoir un shipment, un envoi de médicaments de la part du Canada
Ça a pris 2 ans. Le Rwanda après a dit « Plus jamais nous ferons affaire avec ça, c'est une catastrophe. » Apotex a dit exactement la même chose. Et en fait, même en 2011, le Parlement canadien a voté pour une réforme complète du régime canadien d'accès aux médicaments parce que c'était complètement inefficace. C'est un régime conservateur minoritaire. Les conservateurs étaient contre les réformes. Et en fait, on a voté la loi au Parlement, mais lorsque c'est arrivé au Sénat, on a fait peur aux sénateurs, etc. Et finalement, le projet de loi est mort au feuilleton parce qu'il ne sera jamais ratifié par le Sénat. On saute 10 ans, on est encore avec ce même régime inutile. Là, le Canada, sa position, c'est de dire, écoutez, les ADPIC, en fait, pourquoi le Canada s'oppose à la suspension des ADPIC, c'est de dire, ben, écoutez, on a le régime canadien d'accès aux médicaments et il n'y a personne qui l'utilise. C'est donc la preuve qu'on n'a pas besoin de flexibilité au sein des ADPIC. Mais là, patatras, en mai dernier, la Bolivie se joint avec la compagnie Biolise. En fait, la compagnie Biolise, c'est une compagnie canadienne qui est capable de produire les vaccins contre la COVID-19. On a aussi Pnuvax qui est en mesure. On a Providence Therapeutics qui est en mesure de faire du transfert technologique. On a des capacités vaccinales qui ne sont pas mises à contribution étant donné le système légal actuel. Alors, Marc-André, peut-être 30 secondes pour 30 terminer. Secondes. Donc, le Canada bloque l'entente entre la Bolivie et Biolise parce que la liste de médicaments pour lesquels on peut recourir au régime canadien d'accès aux médicaments a été fixée en 2004 et on ne l'a jamais mis à jour et on refuse de la mettre à jour en ce moment. Donc, le Canada dit, ben écoutez, les ADPIC sont bons, il n'y a personne qui recourt au régime canadien d'accès aux médicaments, mais lorsque quelqu'un essaie d'y recourir, ah ben non, vous ne pouvez pas parce que ce n'est pas des médicaments qui font partie de la liste. La dérogation aux c'est ma dernière phrase, la dérogation aux ADPIC est un débat extrêmement important parce que il faut comprendre, les brevets, c'est une recette. Ici, on parle de différents pays qui doivent mettre en œuvre la technologie. On a besoin de transfert technologique avec l'aide des compagnies si possible, mais si les compagnies refusent, ben à ce moment-là, on a besoin d'aide technologique de la part des autres pays. Les ADPIC, les clauses de flexibilité, l'article 31, etc., ne permet pas ça en ce moment. C'est vraiment une entente avec un seul pays qui doit se débrouiller tout seul. La dérogation aux ADPIC permettrait de vraiment bâtir une collaboration scientifique pour permettre la mise en œuvre des capacités manufacturières disponibles en ce moment qui ne sont pas utilisées à cause de ces tracasseries administratives. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marc-André. Et là, j'ai le plaisir de passer la parole à Mira, qui va continuer d'approfondir ces questions et ces enjeux. À toi la parole, Mira. Merci beaucoup. C'était jusqu'à présent vraiment instructif pour moi. J'apprends beaucoup. Et moi aussi, j'ai une petite présentation. Un instant. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui. Et maintenant, je vais mettre ça en mode présentation. C'est un cri de cœur. Aujourd'hui, je me pose cette question et je me demande, n'y avait-il pas un plan à tout ça? Ça ne va pas très bien, notre situation actuelle. J'ai piqué l'idée de Marc-André, mais je voulais aussi vous faire une déclaration. Je suis experte indépendante pour Gavi, l'Alliance du vaccin depuis 2010. Je siège sur l'évaluation du dispositif COVAX et je n'ai reçu aucun financement personnel ni d'une société pharmaceutique, ni de Gavi, ni de COVAX. Donc, je parle à ma propre voix aujourd'hui. Et toujours, d'ailleurs. Donc, je débute par un aperçu de notre monde. Je pense que tout le monde est au courant de ça, mais néanmoins, il faut parfois s'y rappeler. Donc, les adultes disposant d'un patrimoine inférieur à 10 000 $ représentent 53, presque 54% de la population mondiale, mais ne détiennent que 1,4% de la richesse mondiale.
Et ça, c'est selon Crédit Suisse. C'est une source certainement très réputée. Quand je parle de notre plan, ce n'est pas ce plan que j'avais en tête, c'est ce plan que j'avais en tête. Notre plan des objectifs de développement durable. C'est un plan que nous nous sommes fixés comme monde pour changer les choses, pour offrir justement une mondialisation inclusive. J'adore votre nouveau nom. Donc maintenant, je passe au COVAX. Qu'est-ce que c'est le COVAX? Et comme Michel a bien dit, je vais donner une perspective passé, présent et peut-être futur. Donc, je commence avec COVAX en théorie tel que conçu. Donc, c'est le passé COVAX. Et lorsque vous voyez apparaître le logo COVAX, je vous présente ce que COVAX expliquerait. Donc, qu'est-ce que c'est le COVAX? Mais c'est un mécanisme, comme Marc-André a bien expliqué, un mécanisme pour mettre ensemble les ressources et la demande pour les vaccins COVID-19 dans le but d'accélérer la découverte, la production et la distribution de ces vaccins. C'est en même temps aussi une deuxième chose, la garantie du marché COVAX, Advanced Market Commitment. Et ça, c'est un mécanisme qui vise surtout les pays qui dépendent de l'aide internationale au développement. Le premier mécanisme, l'idée du mécanisme COVAX, était censé intéresser tous les pays, riches et pauvres. La deuxième était vraiment conçue pour pallier aux inégalités d'accès, aux différences dans les pouvoirs d'achat. Donc, comment fonctionne-t-il maintenant, encore une fois, en théorie? Le dispositif COVAX vise à façonner le marché des vaccins. Façonner le marché des vaccins, c'est de dire que le capitalisme a certaines forces, mais nous avons besoin justement de les encadrer. Donc, comme Marc-André a expliqué, au lieu de dire aux gens, mais prenez les risques, on a pallié les risques. On a mis de l'argent à la table, l'argent qui est donné par des pays, par exemple le Canada, les autres membres du G8. Cet argent sert à négocier avec les compagnies pharmaceutiques justement pour dérisquer tout le processus de découverte du vaccin, aussi pour permettre à initier le processus de production de vaccins bien en amont des preuves. Pourquoi est-ce que c'était si critique? On a fait ça avant. Et ça a très bien marché, mais dans un autre contexte. On peut en parler dans la discussion par la suite si vous voulez. En ce moment, on était devant un défi de taille. Il n'y avait pas encore de vaccin. On pensait que le virus était un virus qui allait être susceptible à être vaccinable, disons. Mais même si on découvrait un vaccin ou plusieurs vaccins, il fallait passer à zéro production, à 15 millions de doses, à une vitesse inconnue. Donc, il fallait avoir une stratégie aussi de production et on s'est dit que c'était la freine peut-être la plus grande à prévoir au départ. Après ça, il fallait prévoir les problèmes de distribution. Donc, cette solution COVAX était censée d'attirer le financement des pays riches, de permettre aux pays riches et pauvres d'investir dans un portefeuille de candidats diversifiés afin de maximiser les chances de succès et ensuite de permettre de faciliter l'expansion de la capacité de fabrication, le transfert de technologie et la production du vaccin avant l'homologation. Et comment est-ce qu'on allait distribuer tout ça? Mais l'OMS avait un plan pour tout ça. Comme on avait des plans. C'était un plan qui a été développé entre juin et septembre 2020 avec 3 phases. Première phase, on vaccine 20% de la population de tous les pays au monde, notant que nous sommes toujours dans la première phase et que apparemment la pandémie est terminée aujourd'hui. Mais l'objectif était, pourquoi 20%? Parce qu'il fallait trancher et parce qu'on a calculé que ce serait assez
dans la plupart des pays pour couvrir les travailleurs de santé, les personnes souffrant de comorbidités importantes et les personnes âgées. Les conditions, mais avoir un financement suffisant, avoir des vaccins à disposition. Deuxième phase, là, on augmente le pourcentage donné, mais ça, c'est taillé sur mesure en appréciant la situation des pays, mais pas besoin de détails parce qu'on est très loin de la phase 2. Tampon humanitaire pour les situations de guerre, de conflit, donc une petite 5% mise du côté. C'était le plan, c'était un plan très logique. Mais qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que nous en sommes? Maintenant, je passe du passé au présent. Le 8 septembre 2021, c'était une déclaration qui a été présentée par COVAX, par ses partenaires, donc l'OMS, la Banque mondiale, l'UNICEF, les Fonds monétaires internationaux, le FMI. Et maintenant, je donne leurs explications. Vous voyez le logo. COVAX a réalisé des progrès significatifs, c'est absolument vrai. Plus de 10 milliards de dollars US collectés. Ça, c'est probablement la plus grande réussite. Des engagements juridiques contraignants pour des doses de vaccins, des doses livrées, mais vous voyez qu'il y a 4,5 milliards de doses négociées en contrat et seulement 240 millions de doses livrées. À cette date, vraiment un problème. L'objectif était de distribuer 2 milliards de doses d'ici la fin 2021. Ils ont déclaré qu'il nous manquera au moins 500 millions de doses et que l'Afrique est la région la moins vaccinée et que cette situation est inacceptable. Ils mettaient le doigt sur plusieurs facteurs. Qu'est-ce qui a dérapé? Donc, maintenant, c'est l'explication. Au cours des premiers mois critiques, une grande partie de l'offre mondiale initiale avait été déjà achetée par les nations riches. Les nations riches ont bouffé en premier et ont tout consommé essentiellement. Les pays riches ont mis du temps à engager et à débloquer leurs fonds, donc on fait des promesses, mais on ne met pas de l'argent solide à la table. Même chose maintenant avec les dons de vaccins, on fait des dons, mais c'est pour l'avenir. Donc, les obstacles actuels comprennent les interdictions d'exportation des matières premières, la priorité accordée aux accords bilatéraux par les fabricants et les pays, surtout les pays riches, les difficultés persistantes à augmenter la production. Il y avait une catastrophe en Inde. On a beaucoup misé sur l'Inde et l'Inde avait une crise entre avril et juin inoubliable pour toute Indienne comme moi. Et les problèmes liés au processus d'approbation réglementaire qui ne sont pas coordonnés, qui sont lents. Qu'est-ce qui n'est pas mentionné ici, mais à peu près tout ce que Marc-André a dit, le marché qui concerne l'innovation médicale autour. On ne questionne pas ça. Donc, je retourne avec... Mira, il te resterait 5 minutes. C'est parfait. N'y avait-il pas un plan? Absolument. On a un plan. On a un plan, c'est le 8 septembre 2021 de dons volontaires de doses. Espérons que ce soit des doses non périmées de la part des pays riches. La cessation volontaire de la priorité dans la file d'attente des pays riches et des fabricants, la transparence volontaire du financement de la part de tout le monde et le transfert volontaire de technologie par les pays riches et les fabricants. C'est ça notre plan, le 8 septembre. Et puis, comment est-ce que ça marche? Mais le 14 septembre, l'OMS a établi un centre de transfert de technologie en Afrique du Sud, justement pour produire le vaccin Moderna. Moderna a refusé de collaborer. Donc voilà, vous avez un petit aperçu. Le 9 novembre, il y a quelques jours, Moderna et le gouvernement des États-Unis ont une bataille très importante parce que le gouvernement des États-Unis déclare que c'était le vaccin Moderna est fruit d'une collaboration entre le NIH et Moderna nie que ça soit le fait. Oxfam a fait une très belle recherche. Donc, parmi les 9 nouveaux billionnaires avec les billionnaires vaccinales, disons, nous avons 5 sur 9 qui sont de la compagnie Moderna. Il y a juste quelque chose qui cloche ici. On ne voit pas le nom d'AstraZeneca. Donc, c'est probablement pour ça que la pandémie a été mise
à la fin aujourd'hui. La réelle politique maintenant, les gens chez COVAX disent, mais est-ce que ce n'est pas juste normal cette situation? Les êtres humains vont chercher leur intérêt en premier. Je pense que nous avons besoin d'un point de vue très différent. Je pense que comme les gens de regroupement québécois pour la mondialisation inclusive, j'oublie votre nouvel nom, mais je l'adore. Nous avons besoin d'examiner la relation entre notre richesse mondiale et la pauvreté mondiale, parce que cette relation n'est pas une relation de charité, c'est une relation aussi de complicité. Nous participons, et dans cette situation vaccinale, notre participation est très évidente, à la perpétuation de beaucoup de situations de pouvoir qui causent de la pauvreté ou qui perpétuent de la pauvreté, ou on pourrait juste avoir de meilleures institutions. Donc, pour revenir à notre plan, on n'était pas sur la bonne voie même avant la pandémie. Maintenant, selon toute modélisation, ça va mal, mais ce n'est pas perdu. Nous avons des choix devant nous, et les choix devant nous pourront nous ramener sur la bonne voie. Ce sont des choix qui dépendent de notre volonté de partager les vaccins, entre autres. Et donc, je finis sur un message pour dire que nos choix et nos conséquences sont prévisibles. Nous sommes moralement responsables des résultats. Et nous avons besoin vraiment de repenser nos institutions mondiales, y compris et peut-être surtout le système d'innovation médicale, pour placer les intérêts humains au centre, à moins que ce soit notre plan, cette distribution de richesses actuelle. Donc, je remercie et je passe la parole. Merci, merci infiniment, Mira. Avant de passer la parole à Stuart, qui va être le dernier panéliste à prendre la parole, je vous rappelle qu'il y a une boîte questions et réponses, Q&A, et je vous invite à écrire vos questions dans la boîte parce que le temps file, on doit conclure à 4 heures, donc on n'aura pas le temps d'ouvrir les micros et d'avoir un échange. Alors donc, je vous invite à inscrire immédiatement vos questions. Il y aura encore un tour de table et les panélistes pourront répondre à vos questions et conclure la session. Alors maintenant, Stuart, à toi de prendre la parole. Dernier panéliste après ces échanges fort riches. Merci, Michel. Merci, Ami, aussi. Merci à RQMI pour cette invitation aujourd'hui. Je vais partager mon écran. Pardon. Oh non. OK. Ça se fait que je ne peux pas partager mon écran, sauf si je ferme tout le programme et ça va prendre peut-être 5 minutes ou so. Donc, je vais seulement présenter comme ça, si c'est d'accord. Oui. J'aimerais me concentrer sur 2 choses dans les prochaines 15 minutes. La première consiste à évaluer l'état d'avancement de la proposition de dérogation aux APIC, le TRIPS waiver à l'OMC. Et deuxièmement, je considère quelques leçons de cette expérience pour les campagnes de réforme des règles du commerce international. Alors, comme nous l'avons déjà entendu, les droits de propriété intellectuelle rigides sont clairement un obstacle, non le seul obstacle, mais un obstacle important à la distribution équitable de ces biens et surtout pour les vaccins. L'histoire de la pandémie le prouve, je pense. Les fabricants de vaccins ont refusé de partager leurs connaissances avec des installations génériques qui restent inactives dans certains cas. Et ils donnent la priorité aux ventes de vaccins relativement plus rentables aux pays riches plutôt qu'à COVAX ou directement aux pays avec moins de pouvoir de négociation qu'on a ici au Canada ou aux États-Unis. Le monopole de la marque sur la connaissance et le contrôle de l'échelle, ainsi que l'emplacement de la production a retardé la reprise mondiale et entraîné de millions de morts inutiles. La dérogation des APIC aurait fourni à tout pays la couverture politique dont il aurait pu avoir besoin pour tenir tête aux grandes sociétés pharmaceutiques au nom de la santé publique. Au lieu de cela,
Les pays riches ont utilisé leur pouvoir à l'OMC et d'autres venues aussi pour reporter indéfiniment une décision sur la dérogation. Nous approchons d'un autre point de décision, mais il semble à ce jour assez improbable qu'un consensus soit atteint. Après une réunion de conseil de l'ADPIC le 5 novembre, nous avons appris que l'Union européenne, la Suisse et le Royaume-Uni continuent de s'opposer aux négociations sur le texte de la dérogation. Les États-Unis ont été totalement inutiles depuis qu'ils ont annoncé plus tôt cette année qu'ils accepteraient une dérogation limitée pour les vaccins. Même l'UE pense que c'est ridicule d'en parler d'une dérogation qui est limitée comme ça. Le Canada a été encore moins utile en ne disant pratiquement rien toute l'année, tout en répétant, je veux dire, les messages de l'industrie pharmaceutique selon lesquels les règles de propriété intellectuelle ne sont pas les principaux obstacles à l'accès et en laissant entendre leur suppression peut mettre en péril la santé publique, ce qui n'est pas vrai. L'UE continue d'avoir des dialogues avec des pays, même avec l'Inde. L'Inde continue cette semaine à parler avec d'autres pays membres de l'OMC mais en cas de l'UE, pour promouvoir sa contre-proposition, à la dérogation, qui est censée renforcer les flexibilités existantes à l'OMC pour les licences obligatoires et les exportations. Cette contre-proposition est opposée par les défenseurs de la santé pour ne pas avoir abordé les obstacles juridiques à la fabrication alternative liés aux données réglementaires et aux secrets commerciaux que les fabricants de vaccins de marque refusent de partager, comme on a entendu aujourd'hui. C'est possible même que la proposition de l'UE rendrait l'utilisation des flexibilités plus difficile par réduire les conditions qui doivent être satisfaites pour produire ou importer des biens sous licence obligatoire. La proposition de l'UE se concentre également uniquement sur les produits comme le vaccin physique et exclut toute mention des technologies, des composants, matières premières, processus et méthodes sous-jacents qui sont également protégés, comme Hamid nous a dit, par la propriété intellectuelle et sont aussi importants pour lancer la production par d'autres sociétés dans les pays du Sud. Où est-ce que je suis? OK, donc cette semaine, le Parlement européen a adopté une deuxième résolution exhortant l'UE à participer activement aux négociations sur la base d'un texte sur une dérogation temporaire. Près de 400 syndicats internationaux ont envoyé un message similaire aux pays de l'UE en octobre et puis plusieurs chefs d'agences des Nations Unies ont fait la même. Plus tôt cette semaine, un groupe de 80 juristes internationaux avait averti que les pays qui bloquent l'adoption d'une dérogation, ils violent d'autres obligations des traités internationaux sur les droits de l'homme. Par exemple, les pays doivent aussi garantir à tous le droit au meilleur état de santé physique et mentale et ils ont l'obligation de prendre des mesures pour prévenir, traiter et contrôler les épidémies. Et juste hier, une coalition internationale de groupes de défense des droits de l'homme encore a accusé que ces membres, les mêmes membres, même pays, je veux dire, bloquants, sont en violation de la Convention internationale pour l'élimination de toute forme de discrimination raciale. Au milieu de toutes ces pressions internationales, le Conseil des ADPIC se réunit le 15 novembre pour une dernière fois avant la conférence ministérielle à la fin du mois. Le président du Conseil ADPIC rendra compte de ces discussions à la réunion du Conseil général de l'OMC qui se prend place le 22 et 23 novembre après ça. Le Conseil général pourrait approuver une proposition de dérogation, de compromis, mais cela, à moi, ça semble un peu improbable encore à ce fois. Ce qui est important, parce que si c'est à la ministérielle de déterminer un résultat, les choses pourraient aller très mal pour les pays du Sud.
par exemple, il est fort possible que la dérogation deviendrait une monnaie d'échange pour les pays riches à achever leur but dans les négociations, peut-être sur l'agriculture ou bien pour gagner leur support, le support des pays du Sud pour des initiatives assez controversées sur le commerce électronique ou bien la facilitation de l'investissement ou la réglementation des services. La dérogation pourrait également être distraite par le processus Walker. C'est nommé après l'ambassadeur néo-zélandais David Walker, qui a été donné un mandat d'élaborer une déclaration sur la santé et le commerce, qui sera présentée aussi à la ministérielle. C'est quelque chose que le Canada met beaucoup d'efforts à poursuivre. Il s'agira d'un document politique plutôt que des nouvelles négociations ou des nouvelles disciplines sur les gouvernements, mais c'est quand même problématique. Nous prévoyons qu'il mettra l'accent sur la fin des restrictions à l'exportation sur les vaccins, par exemple, et sur la nécessité d'une meilleure coopération réglementaire et d'une facilitation douanière pour les traitements et l'équipement en cas de pandémie, comme le Canada et l'UE proposent. Ce n'est pas complètement problématique car ils sont tous des obstacles, mais ça ne va pas inclure mention de cette waiver, le TRIPS waiver, comme demande l'Afrique du Sud ou bien Sri Lanka, Pakistan et l'Égypte. Alors, quelles sont les leçons de tout ça? Je pense que nos gouvernements n'ont rien appris des expériences passées avec les urgences de santé publique. La position inutile du Canada à l'OMC est conforme à la position qu'a pris le gouvernement de Chrétien dans les 90 on était contre la négociation d'une dérogation générale en matière de santé dans l'accord ADPIC qui pourrait tenir compte des mesures d'urgence en cas de pandémie comme le sida, le MERS ou bien maintenant la COVID. La position courante du Canada est également cohérente, comme Marc-André nous avait dit un peu, avec une situation de captation de l'État, soit directement peut-être par l'industrie pharmaceutique ou indirectement par une conformité idéologique au régime aux ADPIC, comme élément intouchable, je veux dire, dans l'ordre international. C'est presque comme le Canada semble croire qu'il serait pire de modifier l'ordre sacré établi par les accords commerciaux que de laisser 2 millions de personnes à mourir pour ne pas avoir accès au vaccin. La deuxième leçon, c'est que les grandes sociétés, c'est clair, les grandes sociétés pharmaceutiques ont trop de pouvoir, oui. Eh bien, c'était par conception, encore comme Marc-André nous a dit. L'accord aux ADPIC était essentiellement écrit par Pfizer avec une coalition qui inclut IBM et Silicon Valley. Et parmi leurs objectifs était précisément une situation où les gens d'autres pays ne peuvent pas facilement produire ou exporter des médicaments similaires que leurs. Donc, Stuart, il te oui? reste 5 minutes. OK, bon, je suis presque fini. OK, donc, nous devons reconnaître qu'il n'y a pas de consensus sur la nécessité absolue d'une dérogation de la TRIPS waiver parmi les organismes de société civile. Il y a surtout d'autres voies vers une reprise équitable temporaire. Il existe cependant un consensus sur le fait que la dérogation serait très utile en combinaison avec d'autres actions pour utiliser la capacité de production existante dans plusieurs parties du monde pour produire des vaccins et des autres produits thérapeutiques. Par exemple, selon le rapport de Public Citizen que Hamid a mentionné, c'était publié cette année, avec la bonne planification, un transfert de technologie et de formation, et oui, probablement même un assouplissement des restrictions à l'exportation, c'est important, nous pourrions voir dans les prochains 6 mois 8 milliards de doses commencer à sortir des chaînes de production en plusieurs centres régionaux. Ce plan produira assez de vaccins
à Arnhem pour couvrir 80% de la population mondiale à un coût d'investissement relativement faible de entre 400 millions de dollars et 3,2 milliards de dollars. Ça dépend du choix du vaccin. Cela se compare très favorablement, je pense, aux 50 milliards de dollars que l'OMC, avec l'Organisation mondiale de la santé, ont demandé aux pays riches de contribuer pour augmenter la production du vaccin. En conclusion, heureusement, quoi qu'il arrive lors de cette prochaine réunion ministérielle de l'OMC à la fin du mois, la lutte pour l'équité en matière de vaccins se poursuivra dans de nombreux lieux. Ceci inclut d'éventuelles contestations judiciaires basées sur les droits de l'homme, comme j'ai dit. Il s'inclut l'activisme des actionnaires ciblant les détenteurs de brevets sur les vaccins, la pression sur l'administration Biden pour les vaccins gratuits et également la pression ici au Canada sur le gouvernement fédéral pour inscrire les vaccins COVID sur la liste des médicaments qui peuvent être produits et exportés sous licence obligatoire. Cette pression est essentielle pour pousser à un meilleur équilibre international entre l'accès aux médicaments et les profits pharmaceutiques. En théorie, les pays peuvent utiliser les flexibilités de l'ADPIC pour passer outre les brevets et produire ou importer des versions génériques en réponse aux urgences sanitaires. Dans pratique, comme on en parlait aujourd'hui, ils sont empêchés par de fortes pressions et menaces de la part des fabricants de médicaments de marque et leur pays d'origine. Le Canada même en offre la preuve, comme on a entendu de Marc-André. On peut raisonnablement soupçonner que le gouvernement Trudeau, par exemple, s'est retiré de l'introduction de nouveaux régimes de prix pour les médicaments cette année face aux menaces de suspendre l'approvisionnement des vaccins. En conclusion, il a fallu 2 réunions ministérielles de l'OMC et une énorme pression internationale pour gagner les flexibilités de l'ADPIC en réponse au coût élevé des médicaments contre le VIH-Sida. Avec de la persévérance, nous pouvons même tirer un nouveau régime de droit de propriété intellectuelle et de commerce plus équilibré de cette expérience horrible et malheureusement prévisible. Merci. Merci beaucoup, Stuart. Alors, ce tour d'horizon que vous avez apporté, bon, si les personnes présentes sont comme moi, on a appris énormément et on a appris que c'est une question fort complexe et qui doit être comprise justement dans une mondialisation inclusive. Si on veut relever les défis auxquels on fait face, oui, certainement en termes de droits humains, mais aussi en termes de commerce international, en termes d'abus de pouvoir et de lutte contre les inégalités. Alors, je vous avais invité à écrire vos questions dans la boîte de discussion et 2 personnes sont intervenues. Il y a eu d'abord une question anonyme sur qu'est-ce qu'on fait comme individu. Marc-André y a répondu et aussi une remarque sur les inégalités apportée par Claude Vaillancourt qu'on salue, un grand militant du RKIC. Alors donc, contente que tu sois présent. Je vous avais dit que je vous redonnerai la parole à vous les panélistes. Ce n'est pas moi certainement qui va conclure cette session fort riche qui nous amène à poursuivre nos réflexions. Mais reprenons cette question d'abord. Qu'est-ce qu'on fait comme individu? Et si vous avez des choses à ajouter à la suite de l'intervention des autres panélistes. Hamid, est-ce que tu veux commencer ce dernier tour de table? Merci Michel, et puis je remercie aussi tous mes collègues panélistes de nous avoir partagé leurs impressions et leurs résultats. Je pense que pour répondre à la question anonyme selon laquelle qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'individu, je pense que Marc-André Gagnon l'a recommandé à l'implication auprès des organisations de la société civile d'une part, et d'autre part aussi des appels à l'action
qui sont souvent en fait proposés par des organisations qui luttent contre les inégalités, mais également il y a des députés qui représentent leur circonscription et qui sont en fait à l'écoute de ces enjeux et qui sont en fait prêts à recevoir l'appui de la population locale de manière à ce qu'ils puissent remonter en fait ces informations et mettre un peu plus de pression politique au sein des chambres de communes. Par exemple, mai dernier, nous avons eu l'occasion en tant que réseau d'intervenir à la Chambre des communes, moi-même et puis avec mon collègue Claude Vaillancourt, pour partager nos impressions sur le rôle du Canada par rapport aux enjeux à l'accès inégal au vaccin anti-coronavirus. Certes, ces actions s'inscrivent dans l'effort personnel et sont conditionnées par un ensemble de variables. Et c'est là que j'aimerais peut-être conclure ma perception personnelle, selon laquelle, en fait, il n'y a pas une solution fixe. Il y a peut-être plusieurs solutions à essayer de manière complémentaire. Et puis, il s'agit d'un processus d'expérimentation. On n'est pas sûr des résultats auxquels qu'on va réaliser vers la fin de ce processus, mais néanmoins, il y a plusieurs éléments à prendre en considération. La dérogation est une solution juridique, mais il y a également d'autres solutions opérationnelles à penser. Les soucis d'approvisionnement des matières premières, l'internationalisation de la production, mais également aussi penser préalablement aux défis sur le terrain pour acheminer les produits vers les populations locales. Et ça, c'est un effort colossal qui nécessite l'engagement de toutes les parties prenantes, pas seulement d'une seule partie prenante. Donc, en gros, je pense que c'est ma perception personnelle et ma conclusion. Et puis, je souhaiterais également prendre part de la conclusion de mes collègues. Merci, Hamid. Alors, Marc-André, est-ce que tu veux poursuivre le tour de table? Écoutez, d'une part, j'ai beaucoup apprécié l'ensemble des interventions. Puis, et juste pour ajouter sur ce que Stuart disait à la fin au niveau de la capture réglementaire, en particulier au Canada, pour moi, c'est assez clair. Parce que le Canada, on s'est retrouvé dans une position assez impossible dès le départ. C'est-à-dire que notre stratégie de développement de vaccins à travers, c'était le partenariat CanSino, s'est effondré là, pour des raisons diplomatiques avec Meng Wanzhou, etc. Et historiquement, nos capacités de production vaccinale au Canada, c'était c'était les laboratoires Conot à Toronto, les instituts Armand Frappier à côté de la Ville de Québec. Tout ça a été privatisé dans les années 80-90. Conot est devenu Sanofi. Les instituts Armand Frappier sont devenus GlaxoSmithKline. Fait que normalement, quand on a notre vaccin contre la grippe saisonnière, ça vient de GlaxoSmithKline. Sanofi et Glaxo, ensemble, essayaient de développer un vaccin. Et une des rares entreprises de développement de vaccins qui a périclité, ça a été celle-là. Et Sanofi et Glaxo, à ce moment-là, ont décidé, écoutez, nous avons la propriété sur les capacités de production vaccinale les plus importantes du Canada, mais on ne va pas l'utiliser pour produire les vaccins des autres parce que ce n'est pas enrichissant pour nous. En fait, GlaxoSmithKline a annoncé, non, nous allons simplement les utiliser pour la grippe saisonnière de cette année. Donc, vaccin on s'entend là, avec tout le monde en confinement, la grippe saisonnière cette année là n'a pas fait grand-chose. Et dans ce contexte-là, en fait, le Canada se retrouve incapable de produire lui-même. On a les États-Unis avec Trump, puis même Biden après, America First, qui dit « Nous n'allons pas exporter un seul vaccin tant que nous n'avons pas vacciné l'ensemble de notre population. » Donc, le Canada, la seule façon de se servir, c'était soit auprès de l'Europe ou auprès de COVAX. C'est une des raisons aussi pourquoi on était un de ceux qui ont demandé le plus de vaccins auprès de COVAX. Mais on était dans une situation où on était à plat ventre devant les firmes pour se mettre en file pour obtenir des vaccins. On n'avait rien pour se défendre. Comment se défendre? Je donne un cours en ce moment sur politique de santé en temps de pandémie. On a reçu récemment Gary Kobinger. Gary Kobinger, qui travaillait au laboratoire de santé publique de Winnipeg, c'est son équipe qui a développé le vaccin contre l'Ebola en particulier. Kobinger travaille en sciences ouvertes. Donc, c'est une science qui est sans brevet, on partage systématiquement les données. Et il travaille maintenant sur le développement d'un vaccin universel contre le coronavirus, pas seulement la COVID-19. Puis pour lui, c'était clair. En fait, l'Ebola, c'était lorsqu'ils ont développé le vaccin, on donne une licence à une petite compagnie qui a attendu 8 ans à rien faire.
qui a attendu la prochaine épidémie d'Ebola pour pouvoir revendre la licence à prix plus élevé à Merck. Et là, tout le monde disait, ah, mais c'est épouvantable, ils ont acheté la licence à 2 millions, ils l'ont revendue à 250 millions, je ne sais pas quoi. C'est pas ça le scandale. Le scandale, c'est qu'on a attendu 8 ans avec le vaccin sur une tablette et on a attendu 11 000 morts de plus pour pouvoir faire quelque chose avec ça. Il y a 2 mois, en fait, on a fini les consultations sur l'augmentation de la capacité de biofabrication au Canada. C'était le ministère de l'Innovation, Sciences et Économie qui fait ça. Et là, tu lis le document et tout est axé sur comment l'État peut supporter l'industrie privée. Où est-ce que le seul sentier qu'on est capable de considérer, c'est l'industrie privée, c'est à travers le brevet. Et avec Gary Kobinger, grosso modo, la réflexion, c'est non, là, il est temps qu'on développe des sentiers alternatifs. C'est pas qu'on nationalise l'ensemble de l'industrie pharmaceutique. L'industrie pharmaceutique a fait certaines bonnes choses pour certains types de recherche, puis c'est correct, laissons-leur ça. Mais pour d'autres types de recherche, et particulièrement en temps d'urgence sanitaire, en temps de pandémie, les brevets et l'industrie ne sont pas équipés pour répondre aux besoins de la population. Et là, il faut développer des projets alternatifs. Entre autres, une mise en place d'une société de la couronne ou une société à but non lucratif pour produire, distribuer les brevets. Et j'aimerais juste rappeler à tout le monde, le projet de loi 596 en ce moment à l'Assemblée nationale du Québec, projet de loi pour Pharma-Québec, c'est justement un des arguments dans le projet de loi de la nécessité de mettre ce type de capacité institutionnelle en place. Le projet de loi est là. Il s'agit de pousser pour ce type de sentier alternatif. Merci beaucoup, Marc-André. Mira, quelles sont tes conclusions? D'abord, j'aimerais remercier tout le monde. J'ai vraiment beaucoup apprécié le panel et j'ai beaucoup appris. En guise de conclusion, j'ai peut-être une suggestion très concrète. Je pense que Médecins sans frontières a proposé que on impose des règles de transparence sur les contrats et pour le vaccin contre la COVID-19, aussi sur les files d'attente. Qui est dans le fil d'attente, combien qui a payé quoi. C'est une petite étape, mais c'est une étape qui pourrait être réalisable et bénéfique. On a réussi avec les banques à imposer certaines règles de transparence dans les dernières années. Peut-être pour les compagnies pharmaceutiques, au moins avoir ce niveau de transparence. On soupçonne que, effectivement, comme Marc-André a dit, que le Canada avait dans nos contrats pour obtenir nos propres vaccins des clauses qui disaient qu'on n'allait pas aller à l'encontre des traités des ADPIC. C'est important au moins que ces informations soient disponibles et que le public ait la capacité de réagir. À part ça, tout ce que je peux dire, c'est que comme monde, nous avons besoin de repenser nos institutions et extrêmement rapidement. Pour le climat et pour la pandémie, nous sommes dans une allégorie d'égoïsme où la fin de l'histoire pourrait être extrêmement triste. Donc, un défi pour l'humanité et l'avenir des générations qui vont nous précéder, peut-être. Oui. Merci, Mira. Stuart, à toi de conclure ce tour de table de conclusion. Oui, et je vois le temps maintenant et moi aussi, j'ai appris beaucoup des autres panélistes et je remercie les organisations encore pour l'invitation. Je voulais peut-être, pour moi, c'est triste que comme un pays, on a cette stratégie commerciale qui a signé de plus en plus d'accords commerciaux qui inclut des clauses, des sections très strictes sur la propriété intellectuelle. Il serait une chose si c'était une stratégie qui produit des résultats ici au Canada, mais on voit que ce n'est pas le cas, oui, comme l'investissement de ces entreprises pharmaceutiques dans la recherche ici au Canada, ça continue à décliner. C'est le mot correct, décliner? Oui, Depuis 20 ans à peu près.
Et le pouvoir qu'ils ont à mettre la pression sur notre gouvernement, c'est très déprimant. Je vais conclure par simplement mettre un lien à une pétition ici dans le chat there. Maintenant, il y a des groupes qui veulent mettre d'autres pressions sur notre gouvernement de changer, de mettre les médicaments de COVID sur la liste des produits qui peuvent être produits et exportés, donc pour ceux qui sont intéressés. Mais je n'ai pas de bonne conclusion pour ce qui va se passer cette mois à l'OMC. Je pense qu'on va voir quelque chose assez déprimant aussi. Le Canada pousse un agenda très, très status quo, comme on dit, très, très dans les intérêts des entreprises grandes, contre les intérêts des pays du Sud. On doit prendre un peu plus l'attention, on doit mettre plus de pression sur notre gouvernement de ce qu'ils font en Genève, parce que c'est très important pour tout le monde, pour les gens en dehors de ce pays. On doit penser plus comme un monde que seulement d'un pays, je pense. Alors, merci beaucoup, Stuart. Merci, Marc-André, Mira et Hamid. Vous avez indiqué quelques actions et des liens dans la boîte de clavardage. En tant que membre du RQMI, la COSI va s'assurer de bien diffuser dans notre réseau, dans nos réseaux, vos suggestions. Et la conclusion, c'est certainement, je crois, de maintenir notre intérêt pour le RQMI. Il y aura bientôt un nouveau site web et cet échange auquel je crois que toutes et tous, à différents niveaux, nous avons appris des uns des autres. Cet échange a été enregistré, il sera disponible, alors vous pourrez le diffuser ou revoir cet échange pour alimenter vos actions et vos propres réflexions. Je vous remercie pour votre contribution et je vous remercie à toutes et à tous d'avoir été présents. Je vous souhaite un bon après-midi et au plaisir d'échanger encore à nouveau sur ces grands enjeux de mondialisation inclusive.